Polysécure épisode spécial. Je suis accompagné de Anne. Comment vas-tu? Ben, ça va très bien, et toi? Très bien aussi. Très content de te revoir parce que le premier épisode qu'on a enregistré ensemble a suscité beaucoup de questions, dont le fait qu'est-ce qui va déterminer la prime et l'admissibilité dans le fond d'un client à un élément comme ça. Fait que je vais te laisser amorcer avec ça parce que c'est une question qui est ultra pertinente, puis ce que tu m'as présenté va justement guider les gens qui s'intéressent à ce type de choses. Alors, aujourd'hui, effectivement, on va aller un petit peu plus en profondeur, un petit peu plus technique, à savoir qu'est-ce qui va influencer votre prime d'assurance, soit pour une nouvelle police ou soit pour votre renouvellement. Donc, on va voir ensemble 6 points importants que je vais sous-développer un petit peu plus. Puis, c'est ça qui va faire en sorte que ça sera sûrement plus compréhensible de votre côté maintenant quand vous faites des échanges avec votre courtier ou des assureurs. Vous allez avoir maintenant la connaissance et de l'information pertinente qui aura un impact sur vos produits d'assurance cybersécurité. Oui. Alors, on y va? Oui, on y va. Puis je pense qu'on va commencer avec les 3 questions qui déterminent l'éligibilité de toute façon. Là, si elles ne sont pas répondues, on est dans le pétrin. Là. Ben oui, c'est un go ou un no-go, ces 3 questions-là. C'est comme maintenant rendu les 3 questions de base. Si vous répondez non à ces 3 questions-là, vous n'obtiendrez pas, selon moi, de soumission de la part d'un assureur. Pourquoi? Parce qu'on connaît que les événements cybersécurité sont de plus grande ampleur d'année en année et les assureurs, pour pouvoir protéger votre entreprise contre les cyberattaques, demandent un minimum. Alors, quel est le minimum? C'est le premier point, c'est l'authentification multifactorielle. Si vous n'avez pas le multifacteur, malheureusement, je ne crois pas que vous soyez en mesure d'obtenir une soumission. Puis si vous réussissez à en obtenir une, le prix va être relativement très dispendieux. Ensuite, le deuxième point, c'est la sauvegarde hors ligne, puis la sauvegarde hors ligne quotidienne de vos données critiques. Alors, si vous répondez oui, c'est un go. Et le troisième point, c'est concernant votre infrastructure informatique, si elle est sous-traitée par des fournisseurs technologiques. Donc, c'est sûr que idéalement, si vous êtes une plus grande entreprise, vous avez automatiquement votre équipe TI. Mais pour ceux qui n'ont pas d'équipe TI à l'interne, bien, c'est sûr qu'il faut une infrastructure informatique fournie ou sous-traitée par un fournisseur technologique c'est ça. Ils veulent s'assurer que des experts dans le domaine s'occupent des infrastructures, puis c'est pas quelqu'un qui s'improvise. C'est la même chose que si on fait entretenir notre véhicule au garage, par exemple, que de l'entretenir nous-mêmes, on n'est pas tout à fait dans le même niveau de connaissance qu'un garagiste pourrait avoir, par exemple, pour entretenir adéquatement notre véhicule. Là. Exactement, parce que la sous-question à cette question, c'est énumérer votre fournisseur ou vos fournisseurs. Je crois que sûrement dans un registre répertorié de data, les compagnies d'assurance prennent en note les noms des fournisseurs et lorsqu'ils arrivent des réclamations, d'après moi, ils notent ce fournisseur-là avec lesquels il est arrivé un incident où ce que le fournisseur n'a pas tout à fait ce qu'il fallait pour éviter une situation problématique. Puis, selon moi, lorsqu'on complète le formulaire puis qu'on indique un fournisseur où ce que, à répétition, il est un fournisseur visé aux réclamations, d'après moi, ça peut être une question de no-go si le choix du fournisseur qu'on fait n'est pas tout à fait approprié au niveau de la compétence, de la crédibilité de cette entreprise. Oui, ce qui est tout à fait logique, là, surtout pour un assureur qui veut avoir la garantie que son client ne lui coûtera... En tout cas, la probabilité qu'il lui coûte l'argent va être le plus faible possible. Là.
Exact. Donc, ça, c'est les 3 questions de go, no go, selon moi. Puis si c'est un go, parce qu'on a répondu non, comme on n'a pas l'authentification multifactorielle, effectivement, on va sûrement payer plus cher. Oui, puis de nos jours, c'est un peu, là, avec tout tout ce qui se passe, de ne pas avoir ça, c'est un peu. C'est limite négligence maintenant, là, avec tout ce qu'on connaît, avec tout ce qui nous est poussé. Là. Ben, écoute, Nicolas Loïc, c'est toi l'expert dans ce domaine. Moi, je suis pas l'experte en cybersécurité, là. Donc, effectivement, je pense que c'est la base qu'une personne experte comme toi ferait comme recommandation à son client. Donc, c'est la raison pour laquelle les assureurs mettent ces informations de base pour passer à la prochaine étape. Alors, en ce qui concerne la prochaine étape, je vais vous énumérer les 5 volets, les 5 points majeurs qui font en sorte, qui déterminent votre prime d'assurance. Alors, ça va être, le premier, c'est l'incident, si vous avez déjà eu des incidents cybernétiques antérieurs. Alors, je vais vous les définir un petit peu plus tard. Le deuxième point, c'est l'analyse des revenus. Je vais vous expliquer également ce point-là. Le troisième, c'est vos ressources et infrastructures informatiques. Le quatrième, la gouvernance de la sécurité de l'information. Et le dernier, vos contrôles en matière de cybersécurité. Alors, ce sont les 5 autres points qui vont déterminer si vous payez 1 000 $ ou 10 000 $ ou plus. Vous savez que le 1 000 $, 10 000 $, c'est à titre de référence seulement. Donc, que contient l'incident cybernétique antérieur? Alors, si vous avez eu tout incident d'attaque par déni de service, d'atteinte à la vie privée, cybercriminalité, de la cyberextorsion, de l'infection par malicielle, de la perte de données, de la rançon logicielle, puis le dernier, de la violation d'adresse IP. Pour tout incident supérieur de 10 000 $. C'était précisé dans le formulaire. Alors, de qu'est-ce que je viens de vous mentionner? Si vous mentionnez oui, pour des réclamations de plus de 10, réclamations, vous n'êtes pas obligé d'avoir eu une police d'assurance, d'avoir réclamé. Là. Si vous avez eu un incident de cette sorte-là, par le passé, ça va avoir un incident sur encore go, non-go, de la prime et j'irai un petit peu plus loin, peut-être même de suggestions ou recommandations de la part de l'assureur. Si vous avez vécu une perte de données, ils vont dire qu'avez-vous fait pour éviter ce genre de situation-là dans le futur. Alors, ça, c'est le point incident. Puis des questions là-dessus, Nicolas? Celui est assez facile parce que tous ceux qui sont assurés avec un automobile savent que si on a eu des accidents dans le passé, ça va avoir ou des contraventions aussi. Parce que tu parles de ne pas avoir des accidents. Donc, pas de réclamation d'assurance. Même les contraventions vont avoir un impact sur nos primes d'assurance. Celui-là est assez facile. Le lien entre la causalité est assez facile à faire. Les autres le sont un peu moins, mais ça, c'est facile parce que si tu as été victime, il est probable que tu as des comportements qui ne sont pas nécessairement favorables à la cybersécurité. Là. Oui, pour faire du pouce sur qu'est-ce que tu mentionnes pour faire un comparatif à l'assurance automobile, si tu as eu un accident, si tu as eu une perte de permis pour point de démérite, conduite avec faculté affaiblie, si tu as un mauvais dossier de crédit, ce sont tous des points qui vont avoir un impact sur ta prime d'assurance auto. Alors maintenant, cybersécurité, les points que je viens de vous nommer, c'est la même chose. Si vous répondez oui à une de ces questions, comme l'assurance auto, on va payer plus cher. Oui. Donc, on passe au point suivant. L'autre point qui a une influence, c'est l'analyse de vos revenus. Alors, il y a 3 points dans l'analyse de revenus. Vous allez devoir nommer vos 3 principaux clients les plus importants, les principaux services pour lesquels vous avez cette relation d'affaires-là avec le client,
puis le revenu annuel que vous avez de ce client-là. Alors, c'est sûr que eux, en regardant la liste de vos clients, ben, ils sont capables de cibler si ce sont des entreprises à risque ou non au niveau cyber, puis qui pourraient avoir un incident chez vous. Donc, c'est la raison pour laquelle ils vous demandent ce détail-là. Alors, analyse de revenus est le deuxième volet. Le troisième, ressources et infrastructures informatiques. Alors, ils vont vous demander quelles sont vos dépenses opérationnelles approximatives en matière de sécurité. Alors, ils veulent savoir, est-ce que vous faites des investissements ou vous n'en faites pas dans ce domaine-là? Deuxième point, si vous en faites, ce qui est une bonne idée, alors, il est exploité et géré à l'interne ou à l'externe. Puis, si vous avez un employé à temps plein dans votre département informatique ou non. Alors ça va être un autre critère qui va faire en sorte que la prime va être influencée. As-tu un point là-dessus, Nicolas, à ajouter? Moi, je trouve ça très normal. Puis de toute façon, quand on a. Puis là, ça va être difficile pour les plus petites compagnies qui n'ont peut-être pas les nécessaires moyens, mais d'avoir au moins un sous-traitant. On en parlait dans les 3 questions de base. On revient un peu à ce point-là qu'il faut avoir quelqu'un qui entretient de façon sérieuse nos infrastructures, que ce soit un interne ou un externe dans ce cas-ci, mais qui a un élément de cette nature-là. Puis je trouve ça très intéressant que ces questions-là approfondissent. Et donc, on va aussi demander l'argent qui est mis pour justement qu'on puisse voir comment les investissements sont faits pour assurer que la personne entretient bien son infrastructure et vont limiter les incidents, donc limiter le versement d'argent aussi. Là. C'est un peu ça aussi qui essaie d'être limité par l'assureur. Oui, puis si je peux ajouter, ce point-là, c'est de la gestion de risque. Un client qui prend bien soin de entretenir son automobile, par exemple, bien va faire en sorte que si on démontre à la compagnie d'assurance que on investit puis on prend soin de nos choses, bien c'est un critère qui va faire en sorte qu'il va être moins porté à peser sur le crayon pour l'établissement de sa prime d'assurance. Donc, c'est un point qui reste quand même pas à négliger là, si on fait de l'investissement ou non. Tout à fait. Alors, le 4e point, qui est la gouvernance de la sécurité de l'information. Alors, il nous demande 4 points importants et le 4e point, je vais avoir de la sous-information à vous partager. La première question est si vous avez dans votre organisation une personne responsable de la sécurité informatique. Là, c'est pas nécessairement de s'occuper de notre quincaillerie ou outils informatiques, mais de la sécurité. Et si oui, il demande jusqu'à même le titre du poste. Parce que si on a un vice-président sécurité informatique, un directeur ou seulement qu'un employé de premier niveau, ben c'est encore une réponse qui va influencer de la prime. Si c'est sûr, on a un vice-président en sécurité informatique, qui s'occupe du TI en totalité, ben c'est sûr qu'on n'est pas dans une PME, là, on est peut-être plus dans une moyenne grande entreprise, mais ça l'indique à l'assureur qu'il y a quelqu'un qui se préoccupe à chaque jour de ce volet-là, puis qui va éviter toutes les incidences qu'il pourrait y avoir. Alors, au niveau de la gouvernance, c'est la première question. La deuxième question, si oui, on a une personne, depuis combien de temps? Parce que si elle était embauchée seulement que la semaine passée ou est là depuis 10 ans, ça va être un autre critère qui va faire en sorte qu'on va payer moins cher. Le 3e, ils veulent qu'on décrive la nature et le volume des données stockées. Ça donne sûrement un indicatif technique là, que je pourrais plus ou moins expliquer, mais c'est un détail important pour eux. Et la 4e, c'est une politique. Avons-nous une politique de conservation des données? Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent à comprendre dans la politique de conservation des données? Ce sont la politique de sauvegarde, la fréquence des sauvegardes, quelle sorte de technologie vous utilisez, le type de sauvegarde et la méthode de stockage. Mais dernier point important, c'est bien beau de faire tout ça, mais il faut tester les sauvegardes. Oui, absolument. Absolument.
Ben, je vais te laisser la parole. Pourquoi c'est impertinent de tester les sauvegardes? Parce que historiquement, les sauvegardes sont pas fiables. C'est pas un moyen qui est reconnu comme d'un très haut niveau de fiabilité. Fait que si on ne le teste pas, on ne le vérifie pas. Alors, on ne sait jamais si nos copies sont valides ou pas valides. Donc, puis si on se retrouve dans le cas d'un incident, puis c'est là que l'assureur cherche à savoir, c'est que si en cas d'un incident, donc on a un rançon logiciel qui chiffre tous nos données, ben c'est quoi notre capacité de retourner? Puis si on n'a pas testé nos copies et qu'on essaie de les ramener et qu'ils ne fonctionnent pas, ben à ce moment-là, les copies ne valent rien. Donc, ça défait un peu le principe ou le critère lui-même n'a plus de valeur parce que les copies sont inutilisables. Des vérifier vient garantir à l'assureur on est sérieux parce qu'on connaît comment ça fonctionne. Puis on est toujours assuré que s'il y a un problème, on va être capable de revenir. Donc, on va réduire ce qu'il va y avoir à payer dans le cas d'un instant parce qu'on n'aura pas à reconstruire les données, parce qu'on n'aura pas à remonter les systèmes à partir de zéro. Le retour en action va être beaucoup plus rapide parce qu'on a l'assurance, on a la garantie que les copies de sauvegarde sont valides et on n'a pas juste fait ça puis les yeux fermés puis on a espéré que ça fonctionne bien puis ça, mais c'est comme parce qu'historiquement c'est sur ruban là, c'est pour ça qu'on fait ça puis les rubans n'étaient pas tout le temps fiables. Mais c'est des affaires historiques là, maintenant, on fait plus tellement ça sur ruban, mais avant quand on le faisait sur ruban, c'était un prérequis nécessaire parce que il pouvait y arriver parfois. Puis j'ai connu des organisations qui ont malheureusement, quand on s'est récupéré, ben, comme ils n'avaient jamais testé, ben, ça a tout cassé, puis ils n'ont pas été capables de récupérer leurs informations. Oui, c'est ça, effectivement. Ben, puis je vais faire du pouce. Dans le fond, l'impact de ça, justement, c'est que si tu ne les as pas testés et qu'ils ne sont pas accessibles, ben, la perte de revenus que l'assureur va devoir débourser parce que l'entreprise ne peut pas se remettre aussi rapidement sur les deux en marche. Donc, va avoir une incidence. Donc, c'est la raison pour laquelle il pose la question si vous les avez testés, parce que si vous les avez testés, ben, vous assurez à une certaine fréquence que les données sont bien accessible, puis qu'il n'y aura pas de souci de repartir sur un deuxième serveur ou je ne connais pas les technicalités, là, mais ça va être un point important. Pour l'assureur, c'est pour la perte de revenus qu'il va devoir payer à l'entreprise parce qu'à la place d'être en marche pendant la première semaine, ben, ça peut être dans le prochain mois. Donc, ça a une incidence financière pour l'assureur puis pour l'entreprise. Tout à fait. Donc, dernier point qui est un petit peu plus technique. Je vais te laisser, Nicolas Loïc, peut-être expliquer des termes que moi-même je ne comprends pas parce que c'est vraiment de la technique informatique. Alors, c'est les contrôles en matière de cybersécurité. Alors, les 4 points qu'on va voir et le 4e point, j'ai encore des informations à vous partager. Ils nous demandent, est-ce que notre organisation utilise un protocole RDP? Alors, je te lance toute la balle, là. Je ne sais pas de quoi je parle. C'est quoi ça, un protocole RDP? RDP, c'est un protocole pour la prise à distance de postes Windows qui permet justement de soit faire du dépannage ou soit d'accéder à des équipements qui sont dans d'autres lieux physiques de question de facilité. Cependant, ce protocole-là est reconnu pour étant très problématique au niveau de la cybersécurité puisqu'il a connu beaucoup de problèmes dans les dernières années et les malveillants le savent et l'utilisent à leur chose. Donc, c'est un vecteur d'attaque très probant. Puis même jusqu'à les statistiques qu'on avait de 2022 démontrent que c'est fait partie des vecteurs principaux dans lesquels les malveillants vont utiliser pour attaquer nos infrastructures. C'est pour ça que l'assureur est allé aussi précis que ça parce que c'est un élément très, très probant, sensible, puis reconnu par l'industrie comme étant problématique. Bon, alors vois-tu, l'assureur, ça fait partie de ces questions. La deuxième, à quelle fréquence procédez-vous à l'analyse de la vulnérabilité de votre périmètre réseau? Alors, c'est une question qui juge importante. La troisième, quelle fréquence procédez-vous à des tests d'intrusion sur votre architecture de réseau? Puis, la quatrième, veuillez cocher les contrôles suivants, si toutefois vous les faites oui ou non. Je m'excuse. Alors, c'est là que je vais vous donner des points techniques que là,
Nicolas Loïc, tu prendras peut-être un ou deux mots bons là, pour nous en dire plus. Là. Alors, cryptage des bases de données. DMARC. Oui, DMARC, ça, parce que tu me l'avais posé. C'est un élément qui permet justement de contrôler les courriels entrants, s'assurer qu'on ne reçoit pas des courriels ou qu'une compagnie malveillante utilise des courriels de notre compagnie à mauvais escient. Fait que ça réduit la probabilité qu'on soit pris dans un attaque par courriel. OK. Bon, ben merci. Vois-tu, j'aurais pas su en déduire ou en savoir plus. Là, c'était pas assez. Je suis pas mal néophyte dans ce secteur-là. Là, c'est à mon tour d'être néophyte. Donc, si je continue, il y a 3 sortes de filtrage. Le filtrage de contenu Internet, le filtrage de vos noms de domaine DNS et le filtrage des courriels. Concernant les autres points, on parle des pare-feux, les pare-feux applicatifs au web. Ouais. Puis là, on met en parenthèse WAF. Oui. Ça mange quoi, ça, en hiver? Ça mange quoi? On le nomme ça, c'est un WAF, c'est de façon commune. C'est un équipement qui se met derrière nos sites web qu'on expose à l'extérieur. Donc, qui viennent contrôler l'accès des personnes qui viennent consulter nos sites, donc de bloquer des attaques vers nos sites, donc de réduire la probabilité qu'un attaquant puisse réussir une attaque sur notre site web, sur notre plateforme transactionnelle ou peu importe le système qu'on a mis à la disposition de nos clients. Ça va permettre justement une étape de blocage supplémentaire qui faisait un peu comme les filtrages que tu mentionnais, servent justement à retirer des attaques du contenu des communications qui sont faites, donc pour réduire la probabilité qu'un attaquant réussisse à faire quelque chose de pas gentil dans nos infrastructures. OK. Ben, c'est vraiment. En tout cas, ça me semble vraiment important. Puis effectivement, pour éviter toute problématique d'intrusion, c'est comme pertinent de faire ce genre de contrôle-là. Si je continue. Ils veulent savoir si vous avez un système de détection d'intrusion et, comme tout à l'heure, si vous faites des tests d'intrusion. Excusez-moi, un autre point qui est plus facile peut-être, là, c'est de faire l'inventaire des actifs informatiques. Sûrement, lorsqu'il arrive un événement, si les numéros de série, les numéros de laptop sont déjà codifiés pour les employés, là, ça doit être plus facile pour ceux qui vous accompagnent en cybersécurité ainsi que l'assureur, là, avec leur expert, de déterminer certaines... ça va sûrement chercher la rapidité d'exécution, Nicolas Loïc, là-dessus? Il y a deux faces à ça. La seule pure assurance, c'est-à-dire qu'en ayant l'inventaire, c'est facile de faire la réclamation. C'est comme dans une assurance qu'on a pour notre maison. Fait que si on se fait voler et on a un inventaire de ce qu'on a, l'assureur va répondre beaucoup plus rapidement à notre requête et va être capable de voir qu'on est sérieux dans les choses. On n'essaie pas d'improviser des affaires ou des amants comme ça. Ça accélère énormément le traitement. C'est valide aussi en cyber. L'autre côté, c'est que ça fait une démonstration à l'assureur que la compagnie a une maîtrise de ses infrastructures, qu'elle connaît ce qu'elle a, qu'elle connaît ses équipements. Donc, toute cette démonstration de maîtrise est rassurante parce que s'ils ne maîtrisent pas puis ont juste des ordinateurs au hasard dans leur entreprise, c'est pas très rassurant pour un assureur de voir, oui, la maîtrise des équipements n'est pas très élevée parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans leur infrastructure, ils ne savent pas ce qui se passe dans leur entreprise. Donc, c'est plus de cette perception-là aussi. Fait que c'est ces deux facettes-là qui, à mon avis, sont validées à travers cette question-là. D'accord. Puis, pour terminer, il y a un dernier point qui est la formation de sensibilisation aux employés. Lors de notre premier webinaire, on en avait parlé et voyez-vous, là, sur le formulaire, c'est encore très précisément mentionné. On a parlé depuis tout à l'heure beaucoup de technicalité, des techniques ou des outils face au parc informatique ou son infrastructure. Mais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, là, mais selon mes lectures, Nicolas Loïc,
un des premiers points qui fait en sorte qu'on a des soucis en cybersécurité, c'est les humains qui sont en arrière de l'écran. Donc, voyez-vous, si vous avez fait une formation, ben, vous êtes allé chercher un fournisseur en formation aux employés, puis les sensibiliser, puis leur donner les connaissances, à éviter d'ouvrir des courriels ou d'aller sur des sites ou d'ouvrir des documents, bien ça aussi, ça a un impact sur la prime. Et nous, on a des entreprises qu'on connaît qui font de la formation aux employés. Donc, dans notre approche de gestionnaire de risque, on est capable d'aider nos clients à aller vers ces firmes-là pour ce volet-là qui est moins TI, moins informatique, mais qui est quand même pas négligeable à ce que j'en sais, là. Oui, ben, je trouve ça très intéressant que les assureurs se préoccupent de cet élément-là, parce qu'effectivement, les humains sont le point, tant qu'à moi, le point central au niveau de la cyber, parce que c'est eux, généralement, qu'on va essayer de manipuler pour faire exécuter des choses, du code malicieux, le faire cliquer sur un URL ou ainsi de suite. Donc, si on est capable de les aider à mieux déceler ce genre de manœuvres-là, de voir qu'il y a une tentative d'attaque, ben, on se prémunit comme entreprise et donc comme assureur aussi de ne pas avoir des choses à verser. Donc, puis limiter la probabilité d'avoir un incident. Fait que je trouve ça très agréable qui force parce que, puis de mon point de vue, les assureurs ont un rôle très important au niveau global, au niveau de la cyber, parce que leurs questions et leurs préoccupations vont forcer les entreprises à se conformer pour réduire leurs primes, ce qui est logique. Donc, s'ils mettent des éléments comme celui-là, ben, ça va aider les entreprises à mettre les energies, donc les gens à être plus connaissants globalement, et tout le monde va en sortir gagnant de cette stratégie-là, de cette approche-là. Donc, et voilà. Donc, ça fait le tour, dans le fond, c'est sûr que j'ai pris un formulaire que je trouvais plus pertinent que d'autres. Il y en existe, ben, chaque assureur a son propre formulaire, sachez-le. Donc, des points que je trouvais qui étaient relativement importants, là, puis qui sont les points les plus critiques et sensibles, bien voilà qu'est-ce qu'il y en est qui va faire une influence sur votre prime de renouvellement ou sur l'achat d'une nouvelle police d'assurance cyber. Puis c'est vraiment, comme je vous dis d'entrée de jeu, prenez le formulaire de votre courtier, de votre agent d'assurance, regardez-le, puis si vous cochez non partout, il faut adresser chacune de ces questions-là pour avoir, pas de cyber-événement. C'est l'objectif recherché pour ne pas subir toutes les conséquences. Mais si toutefois, on doit user d'un produit d'assurance, bien au moins, on sait pourquoi on paye, là, puis maintenant, pourquoi les assureurs font différentes tarifications dans le domaine, dans le domaine de l'assurance. Donc, c'est vraiment les éléments qui vont influencer la suite des choses pour les entreprises et les entrepreneurs. Oui, c'est super intéressant. Je te remercie d'avoir contribué une seconde fois pour ces éléments-là, suivant les questions que j'avais reçues. Je vais mettre dans les show notes de l'épisode un lien vers ton site pour voir si les gens ont des questions supplémentaires peut-être plus pointues, plus spécifiques, ou s'ils ont besoin d'accompagnement, parce que tout ça n'est pas simple. Fait que justement, de se faire guider dans ce chemin-là, justement, pour qu'ils puissent se référer à toi. Et advenant qu'on a d'autres questions, peut-être qu'on va en faire un troisième épisode sur le sujet. Ben, ça va me faire un grand plaisir encore d'être au rendez-vous pour démystifier l'assurance, qui est un sujet pas tout le temps évident. Puis j'espère que j'ai pu essayer de le verbaliser puis donner de l'information qui va faire en sorte que ça va être moins difficile de comprendre les raisons du pourquoi lorsque ceux et celles qui ont à s'occuper de ce volet-là, que ça soit le plus tangible et facile possible. Puis au plaisir vraiment de revenir dans une prochaine rencontre. Merci énormément. Ça fait plaisir. À bientôt.